J'introduis un petit peu la conférence très rapidement. Théophile et moi faisons partie de la mission DDRS de l'Université Gustave Eiffel et c'est dans ce cadre qu'on organise un petit cycle de conférences. On aura 4 ou 5 conférences. Celle-ci est la deuxième. Donc, la première, il y avait José Alloy qui est venu nous parler d'enjeux de transition écologique couplés aux contraintes en ressources. Et donc là, on va s'intéresser à quelque chose de plus concret, disons. C'est les quotas carbone ou le rationnement carbone appliqué à la mobilité. Donc, il y a Christelle Rouault qui faisait partie du master E2S de l'Université de Paris l'année dernière, qui a travaillé sur un projet d'application à l'échelle française, accompagnée de Arnaud Passalacqua, professeur à l'école d'urbanisme, qui d'ailleurs, je le dis, nous supervise pour la reprise du projet cette année avec Théophile. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous une bonne conférence. Si vous voulez utiliser le micro. Oui, alors, est-ce que ça marche vraiment ou pas? Oui. Ok, super. Bonsoir donc à toutes et à tous, et je suis ravi d'avoir Christelle Rouault avec moi, parce qu'en fait, initialement, ce n'était pas annoncé, mais voilà, ça fera une intervention déjà à deux voix, ce qui sera quand même plus vivant, et puis avec quelqu'un qui était étudiante il n'y a pas si longtemps, donc ça fera aussi un peu plus réaliste dans la mise en œuvre de ces quotas un jour peut-être. Alors, du coup, on va vous proposer une intervention pas trop longue, parce qu'en fait, le but, c'est de discuter. Donc, moi, je vais vous faire une rapide introduction sur un peu la philosophie de pourquoi, finalement, les limites du monde doivent finir dans notre portefeuille sous la forme d'une carte carbone. Et après, Christelle vous présentera un peu le modèle que nous avons étudié l'année dernière et qui va donner lieu à pas mal de prolongements de ce que serait un système de rationnement des mobilités fondé sur le carbone. C'est ça le cœur de la machine. Et puis après, je reprendrai la parole pour discuter un peu des limites de ce qu'on a pu faire, qui sont nombreuses, mais parce qu'en fait, on est dans des formes de défrichage du sujet. Et puis, on sera ravis après d'avoir un échange, parce que généralement, c'est un sujet qui est quand même assez fait réagir. Voilà, dans tous les sens. Et puis, on est surtout preneur de tout un tas d'idées, parce que les choses sont loin d'être bouclées, très loin. Alors, première un peu forme d'introduction, l'idée, c'était de se dire, moi, je suis spécialiste de mobilité, et c'est un des trucs qui m'intéresse, c'est que parmi tous les réseaux techniques, la mobilité, c'est celui où notre corps est porté par le réseau. C'est un peu le seul réseau comme ça. On fait suffisamment confiance à la technique pour mettre nos corps dedans. Et depuis nos chaussures qui nous portent, jusqu'évidemment à la navette spatiale, si vous voulez. Et donc, ce monde de la mobilité, c'est donc un monde où on s'est doté de tout un tas de prothèses techniques qui vont prolonger notre corps et le rendre capable d'aller bien plus loin, bien plus vite que ne le feraient nos muscles, que le ferait notre enveloppe corporelle. C'est finalement notre cerveau qui nous rend possible, par ces innovations, par ces prothèses, qui rend possible ces déplacements. Ça, ce n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est évidemment l'industrialisation qui a fortement accéléré et ces prothèses et cette dépendance aux prothèses. Alors, ces prothèses nous ont apporté tout un tas évidemment, peut-être de satisfaction, de vitesse, de distance parcourue. Il n'y a pas que dans la mobilité, évidemment, ça nous apporte la chaleur, ça nous apporte tout un tas de confort, mais elles sont… et pour le monde de la mobilité, ces prothèses, en fait, donc quand je dis prothèses, peut-être tout le monde ne comprend pas, mais ça veut dire des voitures, des vélos, des trains. Elles sont en grande partie fondées sur les énergies fossiles. C'est l'industrialisation, charbon, pétrole, et puis l'électricité, en grande partie fondée sur le fossile. Et on voit bien, donc, pour juste un rappel, vous avez tout ça en tête, que le fossile est encore au cœur de nos problèmes, y compris en France, où ça représente 80% du mix énergétique. Même si on se focalise beaucoup sur l'électricité, sur le nucléaire et les renouvelables, on a quand même un gros dispositif qui est là, qui est notre pétrole. Toute cette mobilisation énergétique, ce qu'on a pu appeler esclave énergétique, elle nous rend possible de démultiplier nos limites corporelles.
et d'avoir un niveau de vie tout à fait peut-être satisfaisant, un peu inégal, mais dans ce monde qui, par ailleurs, en s'accélérant, nous rend aussi parfois mal à l'aise, etc. Cette dynamique historique, en fait, elle s'est accompagnée aussi du fait que nos prothèses ont été de plus en plus efficaces et que dès qu'on a senti des limites, on a été capable de les dépasser. Finalement, ça a construit l'idée qu'il y a un sens un peu du progrès, une sorte de linéarité qui irait vers le toujours plus vite, toujours plus loin et toujours plus souvent. Et évidemment, vous me voyez tous venir parce que tout le monde a ça en tête, c'est que en fait, ces promesses de la vitesse, de la modernité, elles ont l'air d'être aujourd'hui, elles atteignent leurs limites. En tout cas, les prothèses sont de moins en moins efficaces, où on se rend compte qu'elles ne le sont pas ou qu'elles peut-être jamais été. Et c'est d'autant plus difficile à voir ou à accepter que le monde de la mobilité est aussi un monde qui a été très largement associé à l'idée de liberté, d'émancipation, de se forger une vision du monde par les voyages, d'émancipation par le déplacement, etc. Et donc, le monde de la mobilité est un monde de la liberté, hein, même si en fait elle est extrêmement contrainte par tout un tas d'éléments, mais on le vit encore beaucoup comme étant un monde de la liberté, peut-être lié au fait que nos corps justement sont sur ces réseaux. Et donc il est difficile de revenir avec des limites alors qu'on est dans le monde de la liberté. Et donc c'est ce processus-là qu'on est en train de vivre, à mon sens. Ce processus, alors les temporalités dans le monde des transports, ils sont toujours extrêmement longues. Je dirais dans le monde des limites aussi, hein, puisqu'en fait, vous savez que cette année, on fête les 50 ans du rapport Meadows, hein, des Limits to Growth. Donc, on est bien dans l'idée que ces limites, on les connaît depuis assez longtemps. Enfin, j'imagine que peut-être José Alloy, la semaine dernière, vous a parlé du rapport Meadows, mais donc, ça fait longtemps qu'on les a, qu'on les connaît, qu'on ne les regarde pas trop. Et le problème, c'est que individuellement, on ne les ressent jamais, ou on les ressent de façon inégale. C'est-à-dire que la seule limite, finalement, qu'on puisse avoir aujourd'hui, concrètement, elle est plutôt incarnée par l'argent. C'est-à-dire que je sais que j'ai tant d'argent par mois et c'est une limite que j'ai tous les mois, sauf que c'est très inégalitairement réparti. Et puis, en plus, c'est très individuel, c'est-à-dire que ma limite à moi, c'est un peu atomisé. Il n'y a pas de construction collective de cette limite, c'est atomisé entre les individus, selon ce qu'ils ont comme argent disponible. Et qu'au contraire, le discours collectif, il vous dit qu'il n'y a pas de limite. Une grande partie du discours collectif vous dit qu'il n'y a pas de limite. C'est par exemple le tourisme spatial, qui vous rappelle que finalement, on va pouvoir tout faire. Mais je dirais, sans faire de polémique, c'est aussi le tout est possible. Enfin, c'est quoi qu'il en coûte du Covid. C'est aussi ça, il n'y a pas de limite. Donc, collectivement, on a un discours de il n'y a pas de limite, mais en fait, dans notre expérience personnelle, on sait bien qu'on en a pour le plus grand nombre. Voilà. Et donc, les limites, non seulement sont difficiles à repousser parce que nos objets parviennent de moins en moins à les repousser, mais en plus, elles sont inégalement réparties, pas abordées collectivement par le débat public, où on est plutôt encore dans un imaginaire du sans limite. Et donc, en plus, le pire, c'est que nos prothèses techniques, il s'avère d'être des dispositifs qui sont loin d'être magiques et qui sont plutôt, en fait, un peu dévastateurs, hein, sur tout un tas d'indicateurs de biodiversité, de CO2, évidemment, aussi d'effets sociaux, hein, de dissociation de la société par la vitesse, etc. D'où l'idée de se dire qu'on va travailler sur l'intégration, ou je ne sais pas si, en tout cas, intégration de la limite dans l'espace public, au sens du débat public, voire dans les pratiques de nous toutes et tous. Et c'est ça qui nous a amené à travailler sur le rationnement. Alors, pourquoi ? Il y a une façon de travailler sur l'évolution des modes de vie qui va être, enfin des modes de consommation en tout cas, qui est la seule présente sur l'espace public, qui est en fait celle de la taxe carbone, avec l'idée qu'on va vous inciter par la taxation à évoluer et à adopter des comportements qui sont moins dévastateurs et donc à intégrer une forme de limite. Cette taxe carbone, à notre sens, elle pose
très vite deux gros problèmes. Le premier, c'est qu'elle ne fixe pas de plafond d'émissions, puisque tant qu'on a de l'argent, on peut consommer et émettre. Deuxièmement, or, la France est censée respecter, arriver un jour à terme à cette stratégie nationale bas carbone qui réduit son plafond d'émissions nationales. Et puis, la deuxième problème, c'est qu'évidemment, elle est très inéquitable, puisque selon que vous soyez riche ou pauvre, vous aurez plus ou moins de facilité à la payer. Donc, la taxe carbone ne nous semblait pas être une piste pertinente. Et nous avons donc exploré une deuxième voie, qui est celle du rationnement, on va l'appeler comme ça. Ce rationnement, en fait, on va vous le développer. Christelle va expliquer ce qu'on a fait. Mais l'idée, c'était de se dire comment on fait pour accepter les limites et les intégrer dans nos pratiques de mobilité en restant modeste dans notre travail qui consiste à travailler uniquement sur les mobilités. Et puis, ça part quand même dans le monde des mobilités de se dire que toutes les politiques d'offres alternatives à l'automobile atteignent très vite des limites elles-mêmes. Et on sait bien que tous les efforts énormes qu'on a déployés, des tramways, des vélos en libre-service, etc., ça fait très peu de, finalement, report modal. Et donc, on voit bien qu'il y a un moment où il va falloir se construire une contrainte. Et l'idée du rationnement, c'est d'essayer de se dire on va construire collectivement une contrainte de façon la plus éclairée possible et équitable possible. Et je vais finir en reprenant une casquette d'historien en disant, voilà, peut-être que ça peut paraître un peu étonnant de parler de rationnement, d'expliciter, de mettre un mot derrière ces limites qui sont parfois vécues ou parfois qu'on pense pouvoir dépasser facilement grâce à nos prothèses techniques. Le rationnement, c'est quelque chose que nous avons connu de façon explicite au XXe siècle, pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde. La France n'est pas un pays très fort du rationnement. Il y a d'autres pays qui ont plus travaillé ça, mis ça en place de façon plus forte, comme la Grande-Bretagne notamment, dans les moments de conflit. Et puis, un pays qui s'y est frotté un petit peu, et qui n'est pas si loin de nous, c'est les Pays-Bas en 1973, qui ont vécu 3 semaines de rationnement sur le carburant. Ça ne s'est pas forcément très bien passé, mais il y a eu tout un travail, une décision gouvernementale de mettre en place un rationnement à cette époque. Et puis, plus récemment, la Grande-Bretagne, dans les années 90, a retravaillé sur cette question du rationnement par le carbone. Donc, il y a eu une étude à l'échelle gouvernementale à ce sujet. Donc, ça paraît peut-être que ça pouvait paraître il y a quelque temps saugrenu. Moi aussi, on m'aurait dit ça, j'aurais trouvé ça bizarre. Je pense qu'en fait, c'est quelque chose dont on va vous proposer d'étudier le caractère pertinent et le caractère crédible. Pour finir, en fait, on voit bien que dans toutes nos pratiques liées à l'énergie, on a tout un tas de... cette idée du rationnement, elle arrive de plus en plus, en fait. C'est EDF qui n'arrive plus à tenir ses centrales nucléaires pendant la pointe d'hiver. C'est la question du renouvelable qui va faire que si la production variable de ces énergies renouvelables va faire que peut-être que notre consommation devra s'ajuster à la nature, au rythme de la nature. Et du coup, on voit bien que le mode de vie va devoir changer, s'ajuster et accepter un peu plus finalement ce que sont les limites et revenir finalement à quelque chose de plus recentré sur notre corps, pour finir là-dessus, et de peut-être plus modeste. Donc voilà un peu l'esprit global. Et je vais laisser Christelle vous présenter, alors vraiment beaucoup plus dans les détails, ce que ça pourrait être comme forme. Donc merci Arnaud pour cette introduction. Je ne sais pas si on m'entend bien avec le micro. N'hésitez pas si on ne m'entend pas. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu comment est-ce qu'on a construit ce modèle. Par modèle, en fait, c'est ce que j'entends, c'est qu'on a essayé de créer ça sous Excel. On a fait avec les moyens du bord, mais l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose de concret pour vraiment voir comment ça pourrait marcher, notamment de manière chiffrée et pas seulement de manière théorique. Dans un deuxième temps, je vous donnerai un petit peu les résultats qu'on en a tirés de ce modèle sur lequel on a travaillé pendant un an. Et puis, je redonnerai la parole après à Arnaud pour voir un petit peu les limites du projet et les sujets sur lesquels il faudrait travailler un petit peu plus. Tu peux passer à la diapo d'après. Donc, pour vous donner un petit peu le contexte du projet,
On était un groupe donc, interdisciplinaire. Pour vous dire un petit peu, il y avait du coup un ingénieur, un juriste, une étudiante en sciences politiques, un étudiant en urbanisme. Moi, j'étais en gestion et on avait aussi un étudiant en physique. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'avoir une approche complémentaire et puis potentiellement aussi des points de vue très différents, ce qui nous a permis de, déjà d'un premier temps, de beaucoup débattre, mais aussi d'essayer d'être vraiment transversal et d'avoir une approche la plus globale possible sur toutes ces thématiques touchées par rationnement, que ce soit l'acceptabilité auprès de tous, ou que ce soit même la question de la comptabilité carbone, hein, comment est-ce qu'on la met concrètement en place. On a travaillé donc pour un commanditaire qui s'appelle le Forum Vie Mobile. Donc, c'est eux qui nous ont du coup approchés sur cette thématique-là qu'on ne connaissait pas forcément. Il y a déjà eu des travaux très complets de fait dessus, notamment par Mathilde Chouba. Et nous, on voulait pas refaire ce qui avait déjà été fait, on voulait aller plus loin et essayer de construire un modèle, de construire notre modèle. Hein. C'est une version du rationnement qu'on vous propose ici. Il y en a plein d'autres. Mais là, voilà, c'était tester un rationnement pour voir du coup s'il était possible, s'il était juste et s'il était souhaitable. Donc, c'est les questions auxquelles on a essayé de répondre pendant. Donc, alors on a eu des partis pris évidemment qu'on a fixés dès le début parce que, comme je vous l'ai dit, on a travaillé dessus pendant 1 an et 1 an, ça passe vite, on ne peut pas tout faire. Donc, notamment, je vous en ai déjà parlé, on voulait vraiment tester le modèle. Donc, on a fait des choix qui ne sont pas forcément les bons. Hein, on ne prétend pas avoir fait les bons choix, mais qu'on a explicité. Surtout, l'important, c'est qu'on a bien détaillé quels choix on a fait. Donc, sur quelles hypothèses est basé le modèle. Et évidemment, si on change une hypothèse, on change les résultats. Donc là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un modèle avec ces hypothèses. Et bien sûr, avec Arnaud, on est ouvert à toutes les discussions sur ces différentes hypothèses qu'on a choisies. Tu peux passer à la diapo d'après. Donc, le premier choix qu'on a fait, et d'ailleurs le premier de manière chronologique, ça a été le choix du national. Donc, par exemple, voilà, l'Indion international a été éliminé. Vraiment un choix en termes de faisabilité. Pour créer notre modèle, il fallait qu'on ait un cadre déjà défini et puis sur lequel on pouvait accéder à des données assez facilement. Donc, on a exclu, par exemple, l'avion international. Alors, en termes carbone, l'avion international, évidemment, il faut l'inclure dans un rationnement. Nous, pour des raisons de faisabilité, on ne l'a pas fait. Par rapport à nos objectifs d'émission, on s'est vraiment calé sur ce qui était donné dans la SNBC. Donc, on a simulé des trajectoires de réduction jusqu'à 2050. Alors, plusieurs types de trajectoires. Hein. Si vous voulez, vous pouvez télécharger le modèle Excel. Il est sur le site du Forum Vie Mobile. Mais voilà, on n'a pas proposé non plus plein de scénarios. On s'est basé sur un scénario qu'on considérait être le scénario de la France, donc le scénario de la SNBC. Et on a essayé de créer un rationnement qui permettrait d'atteindre les objectifs de la SNBC. C'est stratégie nationale bas carbone? Oui, c'est ça, stratégie nationale bas carbone. Et du coup, voilà, notre rationnement touche exclusivement le transport de passagers et non pas le transport de marchandises. Encore une fois, parce que voilà, pour des raisons de faisabilité, on ne pouvait pas tout faire. Donc, on s'est orienté vraiment sur le transport des passagers. Donc, comment concrètement est-ce qu'on a décidé de mettre en place ces quotas? On a décidé en fait de les soustraire à l'achat. Donc là, ça va vraiment être, par exemple, quand on achète du carburant, on a une carte carbone qui nous déduit des quotas carbone. Ou quand on achète des billets d'avion, on a aussi une déduction de quotas carbone. Ce qui fait qu'on a exclu en fait la voiture électrique. Alors ça, c'est un gros choix dans notre modèle parce qu'en fait, il y avait des problèmes de dire comment est-ce qu'on fait pour les recharges à domicile ou pour les recharges sur des bornes gratuites. Donc, oula, il y a un petit écho. Donc voilà, la voiture électrique a été exclue de notre modèle. Donc à ce jour, dans notre modèle, le véhicule électrique n'est pas rationné. Et donc voilà, on n'a pas fait analyse de cycle de vie, comme on est vraiment sur l'achat de carburant et l'achat de billets, ça va vraiment être sur les émissions directes et non pas sur une analyse d'un cycle de vie. Au niveau des hypothèses fortes qu'on a choisies, on a aussi décidé de distinguer du coup les quotas professionnels et les quotas individuels, simplement parce qu'on ne voulait pas que le rationnement repose uniquement sur les particuliers. On voulait aussi donner une place aux entreprises dans ce modèle.
Donc, d'un côté, on a les quotas professionnels qui vont être basés en fait sur le bilan carbone de l'entreprise à l'année de référence, et il y aura des obligations de réduction chaque année. On a fait le choix de créer en fait un ratio CO2 par employé. C'est ce ratio qui doit être diminué. Donc, en fait, ça ne pénalise pas l'embauche, puisque si l'entreprise embauche, le nouvel employé suivra le nouveau ratio, enfin le même ratio CO2 par employé que les autres employés. Et donc, même voilà, si une entreprise a trop d'émissions, elle peut potentiellement embaucher pour diminuer son ratio CO2 par employé. Donc, voilà, on ne voulait vraiment pas pénaliser l'emploi. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de créer ce ratio. Pour les mobilités individuelles, on ne voulait pas quelque chose d'égalitaire, donc donner la même chose à tout le monde. On voulait quelque chose d'équitable. Donc, on a créé en fait des critères, des critères qui permettent d'obtenir des quotas un petit peu comme sur le même système que la fiscalité. Donc, par exemple, la localisation, est-ce qu'on a des enfants, est-ce que, par exemple, voilà, on est en situation d'invalidité. Donc, en fonction de tous ces critères-là, on obtient un certain nombre de quotas. Donc, c'est vraiment une répartition sur des critères, donc une répartition qu'on considère équitable et non pas une répartition égalitaire où tout le monde aurait exactement le même nombre de quotas. Donc ça, c'est également un choix qu'on a fait parce qu'on le trouvait plus juste. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes besoins et donc ça ne nous semblait pas juste de donner les mêmes quotas à tout le monde. Alors, vous voyez qu'il y a la notion de trajet domicile-travail. On a décidé de la répartir à la fois sur les quotas individuels et professionnels. Alors, on a fixé la limite à 20 km parce que c'est ce qui est fait, je crois, de rappel pour les impôts. Donc, on s'est calé à peu près sur la même chose. Mais voilà, l'idée étant aussi, encore une fois, de répartir le poids du rationnement à la fois sur les entreprises et sur les individus. Pour le dernier point sur la transparence, on voulait vraiment que le modèle puisse être compréhensible de tous pour bien comprendre pourquoi est-ce qu'on a 3 quotas, par exemple, qu'on comprenne bien voilà, comment fonctionne le modèle. Et de ce fait aussi, dans notre fichier Excel, on a inclus en fait des simulateurs de quotas. Donc, vous rentrez vos critères et ça vous donne combien de quotas vous auriez en 2030, 2040, 2050 et son équivalent en tonnes de CO2, enfin, plutôt en kilos de CO2 si on est vers la fin du rationnement. Donc, voilà, l'idée étant vraiment qu'il y ait une transparence. Ça nous semblait très important sur la méthodologie de calcul de quotas, sur la mise en place du rationnement pour que voilà, qu'il y ait vraiment une confiance avec ce rationnement. Merci. Donc, concrètement, comment le rationnement se mettrait en place? On a fait le choix de la progressivité. Alors, c'est vrai que face aux enjeux climatiques, on pourrait vouloir tout faire tout de suite. Nous, on s'est dit que voilà, pour des raisons, encore une fois, d'acceptabilité, puis même pour que tout le monde puisse s'habituer et bien prendre en main le rationnement, on a décidé de le faire de manière progressive, à la fois sur un plan qualitatif, donc en commençant par certains secteurs, puis par d'autres, et également sur le plan quantitatif, c'est-à-dire que le rationnement sera de plus en plus strict. Sur le plan qualitatif, on a décidé de commencer par le secteur professionnel parce que ça nous semblait être voilà, plus simple pour les entreprises de s'adapter et plus juste de commencer par les entreprises plutôt que par les individus. Puis on a également décidé de commencer évidemment par l'aviation, qui nous semble être des trajets quand même moins primordiaux que les trajets en voiture. On a également évoqué l'idée de mettre en place des années blanches avant chaque étape de rationnement, des années pendant lesquelles on comptabiliserait les quotas pour que tout le monde s'y habitue, sans pour autant qu'il y ait de restrictions, voilà, juste pour se donner une idée de combien de quotas on dépense et à partir de quand on devrait arrêter d'en dépenser. Ce rationnement, alors il y a eu un gros débat à un moment donné dans ce projet sur le marché. Est-ce qu'on met en place ou non un marché des quotas? Alors le Forum du Mobile était plutôt contre à l'origine. Nous, on était plutôt pour. Et donc, on a décidé dans notre modèle de mettre en place un marché, notamment parce qu'on s'est dit que de toute manière, il y aurait des échanges de quotas qui seraient faits quoi qu'il arrive de manière officieuse. Alors, autant l'encadrer et faire ça proprement avec un prix fixe qui ne permet pas la spéculation, avec un plafond qui ne laisse pas quelqu'un racheter non plus tous les quotas des autres. Donc voilà, on a essayé de faire un marché le plus, on va dire, le plus contrôlé possible. Et puis également, on s'est dit que ce marché permettrait quand même une redistribution des richesses. Alors, on verra dans les résultats qu'au final, c'est pas si efficace que ça. Mais en tout cas, ça permet une certaine flexibilité quand on arrive au bout de ces quotas. Donc voilà, au niveau des principaux résultats, donc je vais passer sur la diapo d'après. Alors, on a fait des profils, alors ce n'est pas des politiques, c'est des vraies personnes qui ont bien voulu voilà, avoir un entretien avec nous pour qu'on fasse un bilan de leur mobilité et qu'on puisse étudier. Et ce qui veut se déplacer comme ils le font aujourd'hui dans un
dans un monde rationné? Et bon, la réponse est non. Et du coup, quelle piste d'adaptation on pourrait leur proposer pour rentrer dans le rationnement? Et donc, c'est vraiment là qu'on a pu voir globalement qu'est-ce que le rationnement imposerait en termes de changement de comportement, de changement d'aménagement. Donc voilà, c'est des profils qu'on a fait donc, grâce au simulateur qu'on a fait sur Excel. Et donc, on a pu simuler leur quota dans un monde rationné. Donc, je ne vais pas tous vous les présenter, mais on en a mis quelques-uns pour vous donner un petit peu les tendances. Là, typiquement, on a un profil qui utilise beaucoup la voiture. Donc, on se rend compte que dès 2030, parce que le rationnement total commencera en 2030 dans le scénario et visera du coup les objectifs de la SNBC en 2050, on se rend compte que quelqu'un qui utilise beaucoup la voiture, dès 2030, de toute manière, ça ne marche pas, il n'a pas assez de quotas. Et même en passant par le marché, vu qu'on peut racheter que les quotas disponibles de par les autres particuliers, hein, le plafond national est indépassable. Et ben dans ce cas-là, en fait, on ne peut pas racheter assez de quotas pour couvrir nos mobilités. Donc voilà, quand on utilise beaucoup la voiture comme ce profil-là, dès 2030, on est confronté à un déficit de quotas. Alors là, le biais dans notre modèle, c'est que par rapport à ses revenus, Sylvain peut acheter une voiture électrique et puis il n'a plus besoin de dépenser de quotas. Donc voilà, la voiture électrique est une grosse thématique sur laquelle il faut encore travailler puisqu'on ne l'a pas incluse dans notre rationnement. Merci. Là, typiquement, on a une étudiante qui a une mobilité extrêmement sobre. Hein. Elle se déplace juste un petit peu en voiture pour les vacances, mais en dehors de ça, elle est en mobilité douce ou en transport en commun toute l'année. Et on se rend compte que pourtant, elle est quand même en déficit de quota en 2050. Simplement parce que, comme vous pouvez le voir, en 2050, elle a droit à 26 kg de CO2. C'est peu. Et dans le monde, dans l'aménagement actuel des commerces et des transports, même avec une mobilité très soft, il est extrêmement compliqué de respecter les objectifs de la SNBC en 2050. Donc là, on se rend bien compte que le rationnement doit être adossé à des politiques publiques, des politiques d'aménagement, à voilà, énormément d'autres choses à côté. Il ne peut pas juste arriver comme ça et demander aux gens de se débrouiller et de s'adapter. On a vraiment un besoin d'accompagnement sur plein d'autres politiques à côté. Alors là, c'est pour les profils professionnels. Comme je vous ai dit à la base, l'idée, c'était de mettre un ratio CO2 par employé pour les entreprises. Donc, notre rationnement fonctionne bien sur ce ratio CO2 par employé. En revanche, pour les profils types, on n'a pas réussi à obtenir le bilan carbone d'entreprise. Donc, on a vraiment été confronté à cette barrière d'accès à l'information. Donc, on n'a pas pu faire de profil d'entreprise. Donc, on s'est contenté de faire des profils professionnels individuels, voilà, pour se rendre compte un petit peu de comment ça pourrait toucher les professionnels. Mais voilà, que de manière individuelle, on n'a pas pu faire des scénarios à l'échelle d'entreprise. Et là, voilà, là, encore une fois, comme on est sur une mobilité basée sur la voiture, un professionnel aurait tout intérêt à acheter une voiture électrique et il passerait outre du coup notre rationnement. Donc, on a encore une fois cette thématique de la voiture électrique qui revient. Alors voilà, pour répondre un petit peu aux questions qu'on s'est posées en introduction, ce que notre modèle nous a permis en tout cas de conclure, c'est que oui, c'est faisable, hein, comptablement parlant, c'est faisable. Voilà, c'est un système qui serait un petit peu proche hein, de ce qui est fait avec les impôts, en termes de répartition en tout cas. Et puis vu qu'on contrôle à l'achat et au billet, il est facile de dire que quand on n'a plus de quotas, on ne peut plus acheter. Donc en termes techniques, un rationnement évidemment est possible à mettre en place. En tout cas, on a réussi à le tester. Donc ça prouve bien qu'il y a moyen de le mettre en place. Ensuite, la question est-il juste? Donc nous, en tout cas, on a tout fait pour proposer des choses qui vont dans ce sens-là, hein, notamment le fait de donner des quotas de manière équitable et non pas égalitaire, d'être transparent. Voilà, en fait, le rationnement n'est pas par définition juste ou non, mais il doit être construit de la manière la plus juste possible. Ça doit être vraiment l'angle d'approche de la construction d'un rationnement. Et enfin, ce qu'il est souhaitable, j'ai envie de dire écologiquement parlant, oui, parce que c'est mal à voir comment est-ce qu'on pourrait atteindre nos objectifs en termes d'émissions des mobilités sans mettre un plafond à nos émissions. Voilà. Après, est-ce qu'il est souhaitable pour tout un chacun? Je pense que c'est plus subjectif, mais en tout cas, à l'échelle nationale, à ce jour, on n'a pas d'autres moyens de fixer un plafond indépassable d'émissions. Voilà, merci. Dernière partie. Merci d'applaudir Christelle. Je vais finir sur les limites. Vous avez déjà compris qu'il y avait plein de limites. Ah, il faut que j'aille sur la caméra. OK. Plein de limites à notre modèle qu'on est tout prêt à améliorer
Et donc, on va… Mais il y a aussi plein d'intérêts. On a quand même mis des intérêts. Donc, on va essayer de passer à la suivante. Alors, moi, je ne le connais pas par cœur. Avec la caméra, c'est compliqué. L'idée de toute la démarche, c'était d'expliciter les nœuds, les moments où il y a des choix à faire. Et aussi, le groupe a fait des hypothèses. C'était pour dépasser ces nœuds, faire des choix. Par exemple, faire ou non un marché ou une bourse. Moi, je préfère appeler bourse parce que marché, c'est parfois un peu mal entendu. Et donc, l'idée, c'était plutôt de baliser les endroits où il y a des choix et où, en fait, les endroits où c'est politique, finalement, hein, de quel choix on peut faire pour organiser ça. Donc, des choix ont été faits, mais d'autres pourraient être faits, hein, évidemment, et ça donnerait autre chose. Deuxième intérêt, et ça, c'est les profils types qui le montrent, hein, c'est que la stratégie nationale bas carbone, c'est extrêmement violent si on veut la respecter. Et ça suppose une évolution assez forte, soit de nos techniques, soit de nos modes de vie, soit des deux. Là, en fait, les profils montrés, hein, on voit que si on veut vraiment être dans la ligne, indépendamment d'ailleurs du chemin qu'on suive, à la fin, en fait, on a quand même des modes de vie qui sont profondément changés si on respecte les engagements qu'on s'est donnés. Et puis, troisième intérêt, c'est en fait l'idée que parmi les mesures d'accompagnement ou parmi les effets qui feraient une coévolution un peu avec ces quotas, il y a forcément une réorganisation territoriale de tous nos territoires, du marché de l'emploi, de l'habitat. Et donc, derrière ça, il y a tout un jeu d'acteurs à mettre en œuvre, hein, à sensibiliser, mais en fait à faire travailler ensemble, et qui ne sont pas forcément toujours habitués à travailler ensemble, pour que ces quotas soient finalement respectés, mais aussi du fait que ces quotas vont conduire à cette réorganisation territoriale. Donc, c'est un levier pour transformer les territoires. L'idée aussi, c'est un peu par ça que j'avais commencé, c'était de se dire que finalement, ce qui nous paraît être sans limite, là, ça le deviendrait très clairement au quotidien, puisque vous auriez alors soit des petits bouts de carton, moi ça c'est ma solution, soit une application sur un téléphone, soit une carte spécifique, type carte bleue, qui viendrait vous rappeler que les limites, elles existent tous les matins, le soir. C'est peut-être un peu triste comme monde, mais on pourra en discuter. En revanche, il y a donc autre intérêt, enfin intérêt, à la fois une limite et un intérêt, c'est qu'on parle souvent du fait que le marché du quota carbone, s'il existait, pourrait être une façon de redistribuer les richesses. Nous, on voit qu'avec les ordres de grandeur, ce n'est pas du tout ça. Parce que les ordres de grandeur, moi, j'ai regardé le chiffre là, hier, c'est 80 € la tonne de CO2, en gros. Comme dans l'ordre de grandeur de ce que vous aurez, alors on finit à 26 kilos. Donc, 26 kilos, ça ne fait pas cher. Et on commence, mettons, à 2 tonnes. Donc, ça vous fait 160 € dans l'année. Donc, on n'est vraiment pas sur des grosses sommes qui sont en jeu, même si vous pouvez, même si un milliardaire arrive et il dit « je veux tout racheter », il ne peut pas parce qu'il y a un quota, il y a un plafond qui serait de l'ordre de, mettons, 5 à 10 fois le maximum. Donc, en fait, c'est vraiment des petites sommes qui sont en jeu. Il n'y a pas vraiment d'effet redistributif, sachant que c'est sur l'année, les sommes dont je parle. En revanche, c'est aussi un levier qui pourrait être très, très intéressant pour d'autres politiques. C'est pour entrer dans un nouveau paradigme de la politique publique où on est dans une meilleure répartition de la population géographique, parce que je crois que Christelle était un peu rapide, mais l'idée, c'était de se dire que dans les zones denses, vous avez un quota, et dans les zones les moins denses, vous avez 2 quotas. Et qu'entre à Paris, c'est 1, et en Lozère, c'est 2, et qu'entre les deux, c'est linéaire ou pas linéaire, enfin, en tout cas, c'est progressif, et votre quota dépend, comme ça, de la densité, et donc de la dépendance automobile, mais ça rend attractif les zones aujourd'hui les moins denses. Et qui, en les densifiant un peu, vous pouvez aussi avoir l'espoir de créer suffisamment de demandes de transport pour faire du transport collectif dans ces zones. Donc voilà. Et puis, alors les limites. Donc là, il y en a beaucoup, malheureusement, mais c'est qu'un premier travail de défrichage. Le cadre national, on en a déjà parlé. En fait, le cadre européen paraît être le minimum, notamment parce qu'en fait, il y a plein d'effets de bord. C'est-à-dire qu'on va faire son plein en Belgique, on n'est pas dans notre zone. On va prendre l'avion à Bruxelles, on n'est pas dans notre zone, etc. Donc, il y a forcément une montée en échelle. Et en revanche, un cadre européen paraît quand même,
satisfaisant. Je pense que, parce que le cadre mondial, on peut imaginer que jamais on va y arriver à le monter demain matin. Le cadre européen, peut-être un peu plus. Donc, entre les effets du fait qu'on n'est pas tout le monde et les effets de réalisme de monter la chose, je pense que l'européen est pas mal. Deuxième point, Christelle l'a pas mal dit, c'est la question de l'électricité, enfin de la voiture électrique. Donc là-dessus, il y a des travaux qui ont été faits depuis lors, mais en tout cas, le système n'inclut pas ça à ce stade. Et puis, parce qu'aujourd'hui, on a un système qui incite vraiment à acheter des voitures électriques et donc qui réintroduit l'inégalité sociale parce qu'en fait, ça coûte cher. Et puis, troisième limite, c'est un peu nos ambivalences des objectifs. C'est finalement, on est un peu ambivalent sans savoir si on réduit vraiment le CO2 ou si on veut réduire les mobilités. C'est un peu ce rapport à la voiture électrique. On ne sait pas très bien encore si... Enfin, dans le modèle tel qu'il est, ce n'est pas très clair si on veut réduire les mobilités ou réduire le CO2 émis. Et puis, alors, il y a plusieurs effets indésirables qu'on a identifiés, il y en a sûrement d'autres, mais il y a par exemple le fait que vous n'allez plus faire vos courses en voiture parce que ça décode de votre quota et vous cliquez sur Internet pour tout faire venir chez vous, puisque c'est de la livraison de marchandises hors quota. Donc, ça tue tous les magasins, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Après, il y a des effets d'évitement. Donc, on imagine bien qu'il y a un certain nombre de gens, notamment ceux avec les plus grandes surfaces sociales, qui vont réussir à faire passer tous leurs déplacements sur leur entreprise et non pas sur leur quota individuel. Donc là, il faut rattraper les caractères équitables quelque part. On a des effets de bord aux frontières et puis on aura forcément du marché noir. Ça, c'est la base des systèmes de rationnement. Mais l'intérêt de notre cadre, c'est qu'il y a un maximum de CO2 national, un plafond national. Donc, le marché noir, il va peut-être introduire des formes de pression, des formes d'inégalité, etc. Mais pas, climatiquement parlant, il n'est pas problématique. Parce que c'est un nombre de litres de carburant, finalement, total, achetable par l'ensemble des Français. Et puis, les conditions qu'on avait identifiées pour mettre en œuvre ça, et puis après, il me reste une diapo, je crois, c'est il y a un certain nombre de conditions internes, c'est notamment tout ce qui est comptabilité carbone. Donc, il faut qu'on ait une forme d'agence publique de la comptabilité carbone qui fasse, notamment pour les entreprises et pour les petites entreprises individuelles, comme le chauffagiste, là, que lui, il ne sait pas faire, il n'a pas le temps de le faire. Donc, il faut absolument que ce soit un service public pour qui lui fasse son estimation de CO2. Et puis, il faut aussi une agence qui soit suffisamment crédible et fiable pour gérer le marché ou la bourse des quotas. Et puis, dernier élément d'accompagnement, mais il y en a sûrement d'autres, c'est l'éco-anxiété des gens face à leurs quotas. Si vous avez fini tous vos quotas au mois de septembre, comment vous allez faire d'ici à la fin de l'année? Donc ça, on peut imaginer que l'État garde une sorte de petits RAB qui distribuerait suite à, comme des assistantes sociales pourraient rencontrer les gens et leur dire on vous redonne un petit coup, mais on vous accompagne, etc. Une autre question, c'est est-ce que le quota doit être annuel ou est-ce qu'un quota mensuel n'est pas plus facile à gérer d'un point de vue de l'anxiété, etc., comme le salaire. Mais le problème, c'est que les pratiques de mobilité sont hétérogènes dans l'année, entre le moment où vous partez en vacances, le moment où vous faites du domicile-travail, etc. Et puis des conditions externes qui sont en fait un peu classiques, celles qu'on connaît déjà, c'est trouver des alternatives à la mobilité carbonée et transformer les territoires. Ça paraît assez clair. Dernier élément, c'est la question qui m'est venue à chaque fois que j'ai présenté ça, c'est et la liberté dans tout ça. Donc c'était le début, j'ai commencé en disant mobilité égale liberté. En fait, la réponse que j'ai, c'est de se dire que finalement, le quota, c'est une façon de préserver nos libertés, mais peut-être pas toutes les libertés. Les libertés qui ne sont pas conquises contre la nature, mais celles qui sont construites entre nous, celles politiques et démocratiques. Donc, en fait, il y a un certain nombre de libertés qui sont construites du fait des énergies fossiles, des esclaves énergétiques, etc. Celles-là, en fait, on ne peut pas continuer à les avoir. En revanche, il faut dissocier ces libertés qui ont commencé au 19e, liberté de déplacement, liberté probablement économique aussi, de liberté politique. Et la liberté politique, c'est d'essayer de se construire collectivement aujourd'hui, et alors que la crise est bien engagée, mais peut-être pas ultime, un système où on sache politiquement et démocratiquement choisir quel système, comment, quel égalitarisme on choisit, équitable, quel caractère équitable on se construit, plutôt que de le faire dans l'urgence quand la crise sera encore plus violente. Donc voilà, l'idée, c'est le quota pour préserver votre liberté plutôt que la contraindre.
Voilà, voilà. On va passer aux questions maintenant si vous en avez. Je dois vous cliquer un micro pour ça, comme on n'a que deux. Le masque, donc, je sais pas si vous pouvez faire du Covid. Merci Arnaud, merci Christelle. Voilà, moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de finir, Arnaud, la question de finalement la liberté. On voit en fait que ce n'est pas forcément une modification des comportements, mais en fait, ce qui se trouve derrière, vous l'avez dit, hein, c'est une remise en cause, une remise en perspective, totale en fait, du mode de vie et du contrat social qui est derrière. Et la question que je me pose, alors on voit, c'est le début de vos réflexions, et peut-être que dans 50 ans, on pourra dire en été, on a une réflexion sur ces choses-là. Mais la question que je me pose, et donc c'est sûrement des choses à développer après, mais c'est la question de l'acceptabilité sociale et du portage politique. Vous avez fait le parallèle avec les impôts. On sait que la question de l'impôt est soumise à la capacité des gens d'accepter de payer l'impôt. Et on sait qu'il y a des pays qui ont fort taux de recouvrement, très forte acceptabilité, et il y a plein d'autres pays qui, de toute façon déjà, y compris des pays démocratiques bien avancés, qui ont une acceptation de l'imposition, par exemple, déjà qui n'est pas très élevée. C'est une question que j'ai, au stade de réflexion où vous êtes, quel pourrait être le portage politique et l'acceptabilité sociale de ce genre de choses. Et après, une question technique, c'est sur le 80 € la tonne. C'est 80 € la tonne au prix du marché d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on ne peut pas anticiper que dans un monde rationné, pour le coup, le prix de la tonne augmente? Je te laisse répondre à la première question et je réponds à la deuxième. Augmentation, on peut imaginer, beaucoup d'historiens, mais j'imagine que quand il y a eu des rationnements avant, ça fait augmenter le prix de ce qui était rationné. Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer finalement que ça soit par là aussi, et par des effets de marché, qu'en fait puisse se faire, en disant, je ne crois pas une seconde, hein, mais les effets de redistribution de richesse, par exemple. Bien entendu, j'y crois pas, par hypothèse. Mais voilà, c'est plutôt une question là-dessus. Et est-ce que pour le coup, dans le contrat social, ça pourrait pas être finalement ce prix de la tonne qui est pas bon, et de le fixer arbitrairement d'une certaine manière, et qu'on puisse le fixer 10 fois plus cher en considérant que si 10 fois plus cher, ça a des effets de redistribution de richesse, par hypothèse faible, ça puisse valoir le coup de politiquement l'assumer d'une certaine manière. Alors, moi, je réponds à la première partie et Christelle à la deuxième. C'est comme ça. Je te force pas. Hein. Non, moi, ça me va très bien. Alors, Christelle a utilisé 2 fois le mot acceptabilité. Moi, je ne l'utilise pas trop. On n'est pas forcément sur la même ligne, mais je vais plutôt le prendre par la question du portage politique et de la construction. En fait, l'idée, c'est de se construire collectivement la chose et pas d'avoir un truc fabriqué ici et de le plaquer sur des gens. Donc, c'est pour ça le schéma acceptabilité ne me paraît pas forcément très, très bon, mais à la limite, bon, c'est pas tellement le cœur. Le cœur, nous on s'était dit, on va essayer de se fonder sur ce que les gens semblent déjà pratiquer. Et donc, je crois avoir vu que l'impôt prélevé à la source permettait de récupérer 97, un peu plus d'argent encore, 97%, ou je ne sais plus à peu près de ce que l'État doit récupérer. Donc, on s'était dit, le système fiscal, c'est un truc où les gens sont déjà identifiés par un certain nombre de critères, ils sont assez, et c'est assez suivi et c'est assez peu contesté. Alors, en France, je ne sais pas bien dans d'autres pays. Et donc, on s'était dit, l'idée, c'était de se couler dans le plus possible dans l'existant. Pour perturber, dans l'existant et le déjà accepté politiquement. En fait, c'est ça, déjà dans le contrat social, pour le dire comme ça. Donc, c'était ça notre idée. Après, d'un point de vue du portage politique, aujourd'hui, on voit bien, ça paraît complètement à des années-lumière de la façon dont les gens parlent déjà du débat politique et à la limite de la façon dont on envisage d'avancer sur la décarbonation, où c'est 99% sur la technologie nous sauvera et 1% sur la taxe carbone. Et nous, on est dans l'épaisseur du trait des 3 personnes qui parlent de ça. Donc,
Donc, c'est une vraie question. Néanmoins, la petite expérience qu'on a, c'est que depuis qu'on en a, donc le rapport a été présenté en juin, je crois, eh ben, ça a suscité quand même un petit intérêt. Enfin, je pense que Claire-Marine du Forum pourrait en parler. On a eu quand même un écho auprès d'un certain nombre d'acteurs. Alors, ce n'est pas ultra visible sur la scène politique, mais du côté entreprise, du côté d'un certain nombre de groupes de réflexion, c'est quand même quelque chose. Enfin, on a été invité chez Total pour présenter ça, par exemple. Donc, voilà. Donc, c'est peut-être ce que certains appelleront des signaux faibles d'une transformation à venir du contrat social. Moi, je trouve ça vachement intéressant ton histoire. Mais c'est sûr que comment trouver une place dans le débat politique, mais c'est un peu plus global sur la question écologique, en fait, qui a quand même du mal à occuper la place qu'elle devrait occuper à la hauteur du problème qu'elle représente. Du coup, pour le prix du carbone, c'est vrai qu'on s'était basé en 2030 sur le prix actuel. Et dans le modèle, si je me souviens bien, la tonne augmentait chaque année et elle atteignait, alors c'était une augmentation bien plus faible, elle atteignait, je crois, 200 € en 2050. Mais en fait, on s'était rendu compte que ce n'est pas tant le prix qui pose problème, parce que ça, comme vous l'avez expliqué, on pourrait mettre un prix très élevé et espérer que ça redistribue la richesse. Mais concrètement, le problème, c'est qu'il n'y a plus rien à redistribuer parce que le harcèlement est très drastique, hein, comme il est basé sur les objectifs de la SNBC. Et en fait, même les ménages qui sont assez sobres n'ont pas de quota à revendre, en fait. Donc, il n'y a pas du tout de redistribution au final assez rapidement. En 2030, il y a un peu de redistribution, mais dès 2040, on se rend compte qu'il n'y a plus beaucoup de quotas à revendre. Et du coup, en général, on imagine que les ménages font un petit peu de quotas, vont les garder parce qu'il y en a vraiment très peu en rade. Voilà. Merci pour cette réponse. Du coup, une question du chat de Vincent Ducrot. Comment gérez-vous les choix individuels dans la répartition des émissions entre la mobilité, l'alimentation, l'habitat, etc. Par exemple, si je décide de faire plus d'efforts sur les autres dimensions, je peux détendre mes contraintes sur la mobilité. Merci pour cette conférence. Alors, je vais répondre et je laisserai à Arnaud compléter. Alors, là, c'est une très bonne question parce qu'on en a parlé au début des autres études du fait que notre rationnement était assez limité, comme on se basait vraiment que sur les mobilités. Et là, en l'occurrence, peu importe les efforts faits sur les autres postes, comme c'est un rationnement qui ne prend en compte que les mobilités, ça ne changera rien malheureusement, mais ça peut pousser justement à des travaux sur un rationnement plus global au-delà des mobilités, parce que pourquoi rationner que les mobilités? On a évoqué les marchandises, et il y a encore plein d'autres sujets. Donc voilà, nous, on est passé par une porte d'entrée qui est la mobilité, parce que c'est un secteur très carboné et sur lequel on a vraiment de la visibilité. Je veux dire, quand on conduit une voiture, on se rend bien compte qu'on la conduit. Donc voilà, on est vraiment parti sur rationalité, en plus parce que c'était le sujet proposé par le Forum du Mobile. Et donc nous, voilà, on s'est un peu greffé sur leurs idées aussi à l'origine. Mais donc voilà, on n'en a pas vraiment de réponse sur ce sujet, mais je pense que c'est aussi une limite de notre rationnement. Alors, pour compléter, on s'est aussi fondé sur la stratégie nationale bas carbone qui fixe des objectifs sur la mobilité. Donc, on a suivi globalement la mobilité. Par ailleurs, la mobilité, enfin, nous, notre philosophie, c'est de se dire qu'il faut démarrer, qu'on ne peut plus attendre, et que si on commence à démarrer par un truc très, très, très compliqué sur tous nos modes de vie, bah, c'est difficile. Alors, il y a une initiative qui s'appelle Allocation Climat, vous pouvez aller voir leur site, qui propose ça. Nous, on s'était dit que d'un point de vue très incarné et visible, il y a un endroit très facile à démarrer, enfin très facile, plus facile à démarrer, c'est l'achat d'essence, en fait, le diesel, hein, et puis de billets d'avion, qui sont des moments où on a un rapport direct avec un flux de carburant qui vient du CO2. C'est évidemment très simpliste, il n'y a pas d'ACV, etc., hein, mais on est dans cette idée que il faut familiariser aussi les gens au rationnement. Par ailleurs, je pense que le fond de l'affaire, c'est qu'on ne pourra pas faire des choix entre faire se détendre sur la mobilité parce qu'on fait un choix plus fort sur l'alimentation. Je pense qu'il faudra faire les choix sur les deux, enfin les restrictions sur les deux, au final. En fait, quelle pourrait être l'articulation entre la taxe carbone et le rationnement, dans le sens où en fait elles ont le même but. Donc si jamais on met en place le rationnement de carbone, la taxe carbone n'aurait plus lieu d'être.
Et donc, quelle serait l'articulation? Ça rejoint un peu la première question sur l'acceptabilité, qui serait très difficile politiquement parce qu'aujourd'hui, ça représente une ressource significative pour l'État, alors qu'elle serait plus acceptable pour la population où elles sont limitées sur la quantité. Et donc, elle pourrait payer les salaires moins chers dans le sens où, du moment où elles sont limitées dans la quantité, on peut enlever cette taxe carbone. À notre sens, il y a effectivement deux voies possibles, soit taxe carbone, soit rationnement. Et celle que nous pensons efficace n'est pas la taxe carbone. Donc, ça serait enlevé. Ça ne serait pas de taxe carbone, effectivement. Pour la mobilité, après, moi, on ne parle pas d'autre chose, mais pour des enjeux à la fois de limitation globale du plafond et d'équitabilité sociale. D'équité. Vous m'entendez? Question de Flora de l'Homme. Est-ce que la fin des moteurs thermiques est intégrée dans le modèle? Le parc de voitures va évoluer, donc des biens aujourd'hui disponibles, les voitures diesel ne seront plus vendues demain aux ménages. Alors, intégré dans le modèle, pas directement parce qu'on a vraiment travaillé à technologie constante. Hein. On a vraiment fait des scénarios à l'échelle individuelle, pas à l'échelle des technologies, où l'idée, c'était vraiment de dire comment est-ce qu'on va être contraint en termes d'émissions de CO2 après qu'on dépense nos quotas en prenant l'avion ou en prenant la voiture, ou qu'on ne les dépense pas en prenant une voiture électrique. C'est un choix. Par contre, ce qu'on se rend compte dans le modèle, de toute manière, c'est que nous, notre modèle qui n'inclut pas l'électrique, c'est que si l'électrique n'est pas inclus dans le rationnement, de toute manière, ce sera un peu la seule solution, parce que le thermique n'est pas utilisable en 2050, hein, avec 26 kg de CO2 pour un an, on n'utilise pas une voiture thermique. Donc voilà, c'est sûr que la voiture thermique est condamnée par, en tout cas à l'utilisation quotidienne, elle est condamnée par notre rationnement. Et l'idée étant peut-être aussi d'intégrer la voiture électrique pour qu'il n'y ait pas un report que sur la voiture électrique. Parce que ça c'est, je pense, un point de vue plus subjectif, mais la voiture électrique n'est peut-être pas la solution à nos problèmes. Arnaud évoquait le fait de savoir est-ce qu'on condamne que les émissions, est-ce qu'on condamne la mobilité, de dire il faut moins se déplacer, ou en tout cas se déplacer plus proche. Donc voilà, je pense que ça va être intégré directement, mais en fait, ça va plutôt être une conséquence du fait que le rationnement est assez drastique, si je puis dire. Et pour finir, parce qu'il y a eu le travail à continuer, notamment avec Théophile et Thibaut qui organisent la conférence ce soir, il y a la voiture électrique va être intégrée sous la forme d'une sorte de forfait, en fait, c'est-à-dire à l'achat, ça correspondra à une certain nombre de tonnes de CO2 qu'on divise par la durée de vie de la voiture en moyenne, et ça vient vous se décompter de vos quotas annuels, si bien qu'en fait, comme ça, on annihile un peu cette question de la technologie, de quand est-ce qu'elle va arriver, quand est-ce qu'elle va se généraliser ou non, et on travaille plutôt sur le territoire et les modes de vie. La question de la mobilité, elle est intimement liée à la notion d'urbanisme. Et vous avez parlé de réorganisation territoriale et du fait de quotas différenciés en fonction de la densité urbaine. Donc, première question, est-ce que mettre un quota différencié, ça ne va pas justement, au contraire, aggraver le mitage du territoire parce qu'on peut voyager plus. Et deuxième question, est-ce qu'en fait, il ne faudrait pas tout simplement mettre des quotas sur ce problème du mitage, donc sur l'étalement urbain, comme ça a été proposé par exemple Stop Mitage en Suisse. Alors moi, ça a été assez bref comme réponse, parce que je pense que je ne me suis pas spécialement posé cette question à ce jour. Là, l'idée en fait, de mettre un quota différencié, c'était peut-être aussi l'idée de créer un outil, de dire on va pouvoir utiliser en fait ce coefficient, dans le modèle, c'est un coefficient multiplicateur qui s'applique en plus des différentes parts qu'on a avec d'autres critères. Et donc, l'idée, c'était de se dire, en fait, on va pouvoir un petit peu choisir quel territoire on veut, vers quel territoire on veut orienter les populations en mettant du coup des quotas plus importants sur les lieux où on veut attirer du monde et plus faibles là où on ne veut pas spécialement que les gens aillent. Donc, c'est vrai qu'au final, on s'est rendu compte, nous en tout cas, en faisant
notre modélisation, que le coefficient qu'on avait choisi n'était pas spécialement bon, il n'était pas très pertinent, mais que par contre, si on changeait ce coefficient, ça pouvait être vraiment un outil d'aménagement. Donc voilà, on n'a pas fait tout un travail pour essayer de déterminer quel serait le bon coefficient, où est-ce qu'il faudrait l'appliquer, mais je pense que voilà, il pourrait peut-être y avoir une réflexion sur cet outil qu'est le coefficient lié à la localité. Pour compléter, je pense que la dépendance automobile dont on souffre, en fait, elle n'est pas liée uniquement à la mobilité, mais à des problèmes de caractère assez permissif, des permis de construire, etc. Et de même, notre modèle, nous, qui se concentre sur la mobilité, ne se suffira pas à lui-même. Et donc, parmi les mesures d'accompagnement, il y a aussi un contrôle alors soit du permis de construire, soit une incitation forte à réinvestir les lieux vidés. Là où il y a déjà du bâti, qui généralement, quand on réinvestit le bâti, en fait, c'est un meilleur bilan carbone que quand on crée une nouvelle maison, même BBC, etc. Donc, on ne se suffit pas à nous-mêmes, et évidemment, mesures d'accompagnement sur l'orientation des constructions, etc. Question de Pascal Romont. On comprend bien l'idée de moduler les quotas carbone selon les critères géographiques ou familiaux, et comment distinguer un éloignement choisi d'un éloignement obligé, qui pourrait être relatif au coût du logement, sur des critères sociaux par exemple? Alors, la façon dont on a travaillé là-dessus, c'est la question de qui porte le déplacement domicile-travail et le CO2 associé au domicile-travail. On peut estimer que la localisation géographique est en grande partie liée au problème de l'emploi, de la localisation de l'emploi et du revenu disponible. Voilà. Et en fait, même si en fait, c'est aussi que ce n'est pas non plus les riches au centre et les pauvres à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué et souvent parfois inverse. Donc l'idée étant de se dire, il ne faut pas que le système de quotas repousse les gens qui ne peuvent pas se le payer plus loin parce qu'ils sont loin de leur emploi en fait. Et donc d'où l'idée qui est assez originale de faire porter une partie et probablement une grosse partie du déplacement du CO2 émis lors des déplacements domicile-travail par l'employeur. Donc c'est une idée qu'on a proposée, qu'on va explorer, y compris avec des entreprises, on espère le faire, du moins l'exploration d'abord. L'idée étant d'annihiler ainsi l'effet de différenciation sociale qui pourrait être venu du fait qu'on ne puisse pas se localiser près de son employeur. Donc c'est ça le principal outil en réponse à cette question. Oui, donc merci déjà pour tout ce travail parce que c'est son plus grand intérêt, je pense, c'est de réfléchir à toutes ces étapes nécessaires quand on pense bilan carbone, on pense forcément à nos modes de vie. Et c'est une remise en question très globale. Vous avez dit contrat social, débat démocratique, co-construction des approches pour qu'elles ne soient pas imposées aux gens. Et donc la question de l'acceptabilité, c'est intéressant de dire, moi je ne suis pas trop pour le terme acceptabilité parce qu'il faut co-construire, ce n'est pas facile. Autour de la mobilité, c'est vrai que ce qui est compliqué avec le rationnement, et c'est heureusement qu'il y a cette idée de prendre le coût carbone de la construction du véhicule électrique, de la production des batteries, etc. Alors on commence à faire un peu d'analyse en cycle de vie quand on fait ça, ce qui est très bien. Donc c'est l'évolution de votre modèle, hein, si j'ai bien compris, ça va être d'intégrer quand même les déplacements électriques en prenant tout le coût carbone lié à la production du véhicule. Comme vous venez de dire, il y a des questions, par exemple, de relocalisation de logement pour ne pas pousser les gens à aller dans des territoires où on ne veut pas qu'ils aillent, parce qu'ils vont s'éloigner à nouveau et donc être encore plus dépendants à la mobilité individuelle, par exemple. Donc là, ce qui est super important, je pense, c'est de ne pas pousser les gens à aller vers des solutions de type véhicule électrique, alors qu'en utilisant un véhicule thermique, un meilleur rendement quand c'est une petite voiture très légère et qu'on est en zone peu dense où il n'y a pas de problème pour la santé. De même que c'est mieux d'inciter les gens à aller occuper un logement vacant dans une zone où il y a déjà du bâti. Il ne faut pas pousser les gens à prendre des voitures électriques. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de SUV avec des gros moteurs, des grosses batteries. Et la consommation énergétique, il faut l'avoir dans tout se transforme. Hein. La consommation énergétique, elle est escalée. Et produire de l'électricité, c'est juste dépenser du nucléaire.
Et le nucléaire, on ne peut pas dire que ce soit une bonne solution pour la santé, pour la planète, parce que ce n'est pas du tout renouvelable. Donc, on passe d'un extrême à un autre. Et je pense que pour arriver à débattre de manière plus globale sur débat de société et liberté, j'ai l'impression qu'il faut quand même introduire la notion de réappropriation de nos corps, y compris physiquement, pour améliorer notre santé, tout simplement. Donc, le paramètre santé, c'est pas que santé de la planète, hein, parce que nous, on fait partie, on est des animaux, on est dans la planète, et on est en train de développer avec nos transports en commun qui vont toujours plus vite, toujours plus loin, etc. On est en train de continuer à internaliser énormément de zones, hein, en construisant toujours d'autres moyens de transport. On internalise, on enlève des surfaces qui permettent de stocker du CO2, c'est toutes nos plantes qui sont la seule énergie renouvelable, hein, c'est toutes les plantes. On consomme juste trop vite. Donc la question, c'est, avec ce rationnement, je pense que les mots sont importants, c'est augmenter la qualité de vie, améliorer la qualité de vie. Et utiliser peut-être d'autres mots pour dire on n'est pas là pour vous rationner, on est là pour vous accompagner dans des choix, par exemple marcher plus, au lieu d'aller dans une salle de sport connectée ou je ne sais quoi, marcher plus, faire du tricycle si on n'a pas d'équilibre à vélo, enfin je ne sais pas quoi, hein. Et effectivement réaménager et permettre aux gens de se loger pour pas cher. Il faut que tous ces paramètres de bilan CO2 de chaque logement plus mobilité plus santé soient inclus, sinon on ne peut pas travailler en fait. Sur la liberté, sur cette notion de liberté, de nouveau contrat social. Non, si. J'ai pas grand-chose à répondre, c'était très intéressant, mais c'est des pistes qu'on n'a pas du tout étudiées. Donc, nous, on est preneurs de toutes les idées, comme Arnaud l'avait dit au début. C'est vrai que c'est un petit peu ironique de dire que des fois, on rentre du travail en voiture et ensuite, on va à la salle de sport en voiture pour courir sur un tapis de course. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi toute une réappropriation de certains modes de déplacement. C'est assez intéressant comme analyse. Donc, voilà, pas beaucoup de choses à rajouter dessus, mais merci pour votre commentaire. Juste un point qui a déjà été abordé, mais là où on est un petit peu coincé quand même dans notre modèle, c'est qu'on s'est centré sur les flux de carbone qui rentrent dans la voiture ou dans l'avion. Et on voit bien qu'il y a les ACV, l'analyse sur le cycle de vie, qu'il va falloir prendre en compte. Et là, on a un peu un problème un peu conceptuel. Et en même temps, si on n'était pas rentré dans des ACV complètes, c'est qu'en fait, on veut un truc simple. Et donc là, on a un problème qui est que rester simple tout en faisant quand même de l'ACV un peu. Voilà. Si je peux me permettre, au niveau de la simplicité, s'il y en a que ça intéresse, le fichier Excel est disponible du coup sur le site du Forum du Mobile. Il y a également le rapport qu'on a rédigé et il y a des infographies qui ont été faites du coup par le Forum du Mobile avec les différents profils tests. Donc voilà, si ça vous intéresse, et le fichier Excel, vous pouvez modifier les valeurs si vous voulez dedans pour tester d'autres trajectoires, d'autres hypothèses, pour simuler vos quotas. Donc voilà, l'idée de quelque chose de simple, simple, là quand même fallu faire le fichier Excel, mais simple dans son utilisation et dans sa compréhension en tout cas. C'est vraiment quelque chose qui nous est resté en fait tout au long du projet, et je pense que le modèle est compréhensible par tous et on a envie que ça le reste. Mais du coup, c'est vrai que dès qu'on part sur des choses plus compliquées comme la CV, on a un modèle qui est moins simple parce qu'on ne peut pas se contenter de mettre juste un prix au litre, puisque le litre d'essence, on peut le mettre dans différents types de véhicules, pour pas même un CV. Donc là, on est sur quelque chose de plus compliqué que juste avoir un quota à l'achat du billet ou de carburant. Donc c'est vrai qu'on est resté sur quelque chose de plus simple parce que c'était notre volonté de départ. Analyse de cycle de vie. Pardon. Du coup, c'est une question qui va rejoindre la précédente. Donc, c'est David Exchaza qui la pose. Est-il envisageable d'avoir un rationnement multi-critères, donc pas uniquement sur le carbone, mais du coup sur d'autres impacts comme la déplétion des ressources halieutiques ou l'utilisation de l'eau, par exemple? Est-ce que des travaux ont été faits dans ce sens? Alors, à ma connaissance, non. Mais donc, ça reviendra un peu sur une des questions qu'on a abordées tout à l'heure, de dire qu'il faut commencer quelque part et simple, comme l'a souligné Arnaud. Donc, voilà, je pense que la réponse sera un petit peu la même que tout à l'heure. Ce serait bien de tout prendre en compte, mais ce serait compliqué et pas forcément applicable, je pense. Je ne sais pas si tu as rajouté quelque chose, Arnaud. Non. Non, d'accord. Mais c'est super, hein, de toute façon, votre réflexion, parce qu'elle est simple, permet de susciter d'autres réflexions, donc c'est l'essentiel. Hein. Moi, j'avais juste, c'est pas une question, j'ai juste demandé si vous avez eu un retour
sur l'efficacité du schéma national bas-carbone. C'est-à-dire, vous nous montrez qu'effectivement, personne ne peut le respecter. Et en plus de ça, de moins en moins le respecter. Est-ce que vous avez eu des retours sur cet aspect-là des choses et sur finalement l'efficacité d'un schéma que tout le monde va rejeter parce que non acceptable, non possible, non atteignable par la plupart d'entre nous. Je fais une première réponse. Du coup, ça remet en cause aussi l'hypothèse, je veux dire, de s'appuyer sur le schéma national bas-carbone. Voilà. Mais ce n'est pas un piège du tout, c'est vraiment pour savoir si vous avez des retours là-dessus, si vous avez des discussions autour de ça, parce que c'est l'ampleur de l'écart est phénoménale. C'est du genre, c'est possible. Alors, je vais vous formuler une première réponse vis-à-vis des profils tests. Moi, j'ai eu des retours vraiment que sur ces personnes-là, donc avec qui j'ai travaillé, parce que du coup, on leur a fait un petit bilan de qu'est-ce que serait leur vie rationnée. Ils ont pu voir les infographies. Et moi, de mon côté, sur ces 4 profils, on a eu le temps de faire que 4 profils, avec déjà le contexte sanitaire et puis avec le fait que voilà, on a travaillé dessus pendant 1 an. Mais donc, sur ces 4 profils, moi, globalement, les retours que j'ai eus, c'est que sur le côté, en tout cas, particulier, en fait, il y avait vraiment un souhait que le poids repose vraiment sur un aménagement et non pas sur un changement de comportement. Donc, voilà, il y avait vraiment une demande de commerce et de transport. Voilà, c'est ce que j'ai eu sur les profils individuels. Sur les profils professionnels, là, c'était un peu plus négatif comme retour. Souvent, ce qui ressortait, c'est mais oui, mais il faut bien que je travaille. Donc, voilà, je pense que là-dessus, il n'y a pas un retour peut-être très positif parce que ça fait peur simplement, le rationnement. Et sinon, sur la SNBC, en fait, c'est comme les impôts, on s'est dit qu'il fallait qu'on se coule le plus possible dans les documents existants. La SNBC, elle existe, et donc on l'a suivie. Après, ce serait à refaire, et ce sera à refaire pour des études qu'on pourrait mener. La question de savoir est-ce qu'on se fie à ce document qui en fait est une fiction, elle se pose. Du coup, une question dans le chat. Est-ce que toutes les émissions de CO2 se valent finalement? Question de l'usage de tonnes de CO2. Est-ce que la consommation de CO2 d'une voiture qui contient une personne vaut la même chose qu'une voiture occupée par 4 personnes? Comment pouvoir intégrer ces questions dans l'usage, dans l'approche de l'assainissement? Alors, dans le modèle du rationnement, comme on a expliqué, on déduit les quotas qu'à l'achat d'essence, en fait. Donc, que vous utilisez l'essence pour une personne ou pour 4, ce n'est pas pris en compte dans le modèle, en tout cas. Après, on avait envisagé des hypothèses sur le covoiturage, de mettre en place peut-être des sortes d'échanges de quotas gratuits. Voilà. On n'est pas allé très loin, mais on avait souligné le fait de mettre en place quelque chose sur le covoiturage. On n'a pas proposé quelque chose. On a simplement souligné en effet qu'il y avait peut-être un travail à faire de ce côté-là. Mais pour le moment, nous, ce n'est pas inclus dans le modèle. Après, il y a peut-être quelque chose de fait. Donc, effectivement, pour les aspects formels, les usages collectifs de l'automobile formels, c'est-à-dire le taxi ou le covoiturage, mais via une structure, on peut envisager des échanges de quotas ou un paiement de quotas. Quand on prend le taxi, on paye un quota correspondant au kilomètre, etc. Enfin, traduit en carburant ou en CO2 ou en kilomètre. En revanche, pour tout de même qu'on veut un système simple, on ne veut pas que ce soit un système qui formalise toute la vie du monde. Donc, si je prends mon voisin pour aller faire un tour dans ma voiture, c'est moi qui assume l'essence que j'ai achetée. Et donc, on n'est pas sur une sorte de pénétration de ce système jusqu'aux échanges informels qui sont quand même la base de la société. Oui, mais tu peux simuler les taux d'occupation de véhicules. Aujourd'hui, c'est 1,1 ou 2. Voilà, si tu fais monter, si tu fais descendre. 1,17. 1,17, waouh. Pour le domicile travail ou pour tout?
On peut, mais nous en fait, on n'a pas besoin de ça, en fait. Parce que nous, on fait juste, c'est l'achat d'essence. Après, que je mette tout le monde dans ma voiture ou personne dans ma voiture, c'est moi qui gère mon essence, en fait. Chacun son tour. Chacun son tour. On peut faire du covoiturage informel, ou c'est une fois toi, une fois moi, et ta voiture, ma voiture, par exemple. Ce qui ne mutualise pas les voitures. Mais enfin, ouais. Ou une fois un paiement d'essence. Voilà. Bonsoir. Merci pour ce travail et pour la présentation. J'ai une question en fait sur ce à quoi pourraient aboutir ces travaux et peut-être une question qui a été posée en filigrane tout au long de la conférence, c'est pour respecter ou pour avoir des rationnements de carbone qui font le moins mal possible, ça veut dire qu'il va falloir complètement réorganiser le territoire et faire des villes du quart d'heure, en gros, un peu partout, même si j'aime pas trop cette expression. Mais si on veut avoir des modes de vie viables, c'est à peu près ce qu'il faudrait faire. Est-ce que vous en avez parlé avec des collectivités ou des foncières, et est-ce que vous avez eu des retours de collectivités sur l'ampleur des travaux effectués, ou même sur peut-être un travail pour se réapproprier l'usage du foncier? Je te laisse. La réponse est non à ce jour. Enfin, pas moi, peut-être Sylvie et Claire-Marie, je ne sais pas. Si c'est le cas, je vous laisse. Mais clairement, il y a un travail qui est. Enfin, c'est exactement ce que j'ai pu dire sur la dépense automobile. C'est si on ne pense que mobilité, ça ne marchera pas. Et donc, il faut évidemment penser entreprise, penser portage du foncier, autorisation à construire ou pas. Et puis derrière ça, il faut penser agriculture, il faut penser démécanisation, il faut penser sortie du pétrole de tout un tas de secteurs qui font que le territoire, enfin moi à mon sens, hein, le seul viable, il est profondément différent de celui qu'on connaît. Merci pour cette présentation. Je me posais une question qui va un peu dans cette continuité sur le futur de ce projet. Est-ce que, surtout dans un contexte d'élection présidentielle, est-ce qu'il y a du plaidoyer derrière qui porte ce projet à mettre sur le devant de la scène cette idée en termes de politique publique? Je ne sais pas si Sylvie, tu veux parler ou pas. Ou pas, sinon c'est moi qui le fais. Donc effectivement, nous, on essaye de... Ok. Donc moi, je dirige le forum du mobile, en fait. Donc, on est à l'origine de la commande. Donc, on essaye de repérer plein de choses un peu alternatives. Disons qu'on fait le constat qu'avec les méthodes actuelles, on n'a pas l'impression qu'on va vraiment lutter contre le réchauffement climatique. Donc on essaye d'aborder des différences. Donc le rationnement, c'est pas vraiment dire c'est la solution, que ça marche complètement, etc. Donc on remercie les étudiants de l'année dernière d'avoir commencé à défricher l'idée, parce que jusqu'ici, c'était vraiment seulement un concept. Donc, l'intérêt du travail des étudiants, c'est d'avoir essayé de l'implémenter, enfin, de commencer à l'implémenter. Les étudiants de cette année, en fait, vont aller plus loin, parce qu'ils vont essayer de designer une expérimentation. Donc nous, on continue. Donc, pour revenir à la question du plaidoyer, en fait, pour l'instant, on l'a présenté au think tank politique, la question du rationnement. On l'a pas encore. Donc, quand on fait la tournée des équipes de campagne présidentielle, on propose d'autres choses un peu moins disruptives. Pas énormément de succès non plus toujours, mais ça dépend. Mais donc, le rationnement, en tout cas, ce qui était intéressant quand même, c'est que, par exemple, quand on a réuni les think tanks politiques qui représentent tous les chiffres, de Parti communiste, Parti socialiste, les libéraux, il y avait aussi Montaigne pour les entreprises. C'était pas. Donc, Montaigne, c'est quand même un think tank très libéral, très pro-business, on va dire. C'était pas le plus rétif à la réflexion sur le rationnement. Les entreprises, en fait, leur souci, par exemple, principal, c'est plutôt que les règles soient les mêmes pour tous et qu'elles soient stables. Je ne dis pas qu'ils vont demain défendre le rationnement. En tout cas, bon, ils voulaient bien regarder. Donc, nous, c'est vrai qu'on essaye de mettre le sujet sur la table pour l'instant, avant même de plaider réellement.
c'est un peu ce qu'évoquait Arnaud. Le Monde nous a demandé une tribune pour dire qu'on a fait, en fait, et on a comme ça rendu public les résultats de l'atelier de l'année dernière. Arnaud a été invité par Total Energy à présenter à nouveau les résultats de l'atelier. Pardon ? Oui, effectivement, j'en ai parlé à Arte à 28 minutes. Et pour l'instant, je ne peux pas quand même dire que je défends le rationnement demain sur les déplacements. Malgré tout, par rapport à la question de est-ce qu'il ne faut pas élargir, etc., à d'autres domaines, quand même, ce qui est intéressant, c'est que l'alimentation, c'est quand même pas sûr qu'on arrive à diminuer les émissions liées à l'alimentation. Le transport, c'est quand même un peu intuitif. Quand même, si on se déplaçait moins, c'est pas forcément extra. Enfin, quand on se dit se déplacer moins, c'est se déplacer moins vite, surtout. Parce que si on se déplace en bicyclette ou en train, on ne fait pas forcément le sujet. Donc, c'est se déplacer moins vite et se déplacer moins en voiture. On a l'impression quand même qu'on doit pouvoir réfléchir à une organisation du territoire qui le permet. Donc, nous, c'est vrai que notre sujet, c'est la mobilité, donc c'est ce qu'on regarde. Ça ne nous semble pas invraisemblable ni impossible. Même si on est encore à une phase où ça semble très disruptif. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci beaucoup pour votre présentation. Et j'ai deux questions. La première, elle fait un peu suite à cette question du terme, en fait, rationnement. Est-ce qu'il y a une discussion sémantique sur l'utilisation de ce terme? Parce que pour moi, elle évoque le fait de limiter la consommation d'un bien quand ce bien, on a des problèmes d'approvisionnement de ce bien. Vous avez évoqué tout à l'heure la Première et Deuxième Guerre mondiale, le cas des Pays-Bas. Et du coup, je m'interroge sur l'utilisation du terme rationnement dans un monde où, a priori, on n'aura pas de problème d'approvisionnement en pétrole. Et voilà, quelles ont été les discussions par rapport à ce terme-là. Et l'autre question que j'avais, c'est sur l'intégration des transports collectifs dans votre calcul, si c'est envisageable à plus ou moins long terme, parce que, voilà, pas toujours aussi efficient qu'une automobile. Voilà, merci beaucoup. La première question, c'est... Ah oui, seulement, pardon. Le mot. Alors, je vais répondre en deux temps. Le mot qu'on a le plus débattu, en tout cas entre étudiants, c'était plutôt le mot quota, parce qu'il y a déjà des quotas qui existent et on avait peur de cette incompréhension. C'est pour ça qu'on a beaucoup utilisé le mot rationnement plutôt que quota pour essayer justement de se distinguer des quotas déjà existants. Donc voilà, on a plus mis en avant le mot rationnement le plus possible à cause de ça. Après, ça ne nous semble pas totalement étrange, puisque, ok, il n'y a pas une limite là tout de suite maintenant de pétrole, etc. Mais il y a une limite à ce qu'on devrait ou ce qu'on voudrait émettre. Donc, l'idée de rationner en amont pour pouvoir, entre guillemets, maîtriser en aval, ça ne nous semble pas, ça nous semble bien ressembler au terme rationnement. Après, on l'a surtout utilisé pour moins utiliser quota, même si dans la présentation, on a remis quota. Mais voilà, c'est vrai qu'on préfère parler de rationnement pour bien se distinguer de ce qui existe déjà. Il y a d'autres mots qu'on a évoqués, qu'on n'a pas forcément utilisés. Il y a carte carbone, je crois que c'était peut-être le premier d'ailleurs que le forum avait proposé. Il y a crédit carbone, en fait, qui serait peut-être le plus positif. Et clairement, c'est sûr que le jour où on fait une expérimentation, je pense qu'il faut bien juger de quel mot on présente. Et je suis d'accord que c'est d'accord que le fait qu'il est un peu paradoxal de rationner quelque chose qui est entièrement disponible, ou qui est très disponible pour très longtemps. Il y a un paradoxe, mais en fait, c'est censé être la maturité intellectuelle qu'on est censé avoir face à cette question climatique, mais c'est pas facile. Ah oui, alors, les TC. Alors, grosso modo, il n'y a que le bus qui pose problème, en fait, les autres ne posent pas de problème. Il y a beaucoup de trains diesel partout en Europe. Oui, oui, c'est vrai. C'est pas faux, c'est vrai. Mais grosso modo, le train, à l'échelle européenne, c'est une vingtaine de fois moins de CO2 au kilomètre que l'avion, je crois, en gros. Il y a un nucléaire derrière. Non, à l'échelle européenne, c'est les chiffres de l'UIC, 25, je crois, c'est comme ça.
Donc, du coup, en France, la SNCF affiche un chiffre beaucoup plus élevé, je crois, 80, voilà. Donc, c'est ça l'effet du nucléaire. Donc, alors, le train, dans une première approximation, je pense que, y compris avec le mix train tel qu'il existe en Europe, on peut faire 0. Et donc, à ce stade, c'est que le bus, parce que le bus, au gros, c'est 100 grammes de CO2 par kilomètre par voyageur, c'est-à-dire comme la voiture. Donc, ça, c'est problématique. Alors, les bus, on voit que les motorisations évoluent. On pourrait envisager. Le modèle tel qu'on l'a fait, il n'est quand même pas super adapté à intégrer les TC parce que c'est l'achat vraiment du fluide carburant et ce n'est pas fait par le voyageur de bus. En revanche, on peut penser que l'électrification des transports collectifs sera plus rapide des bus, sera plus rapide que celle du parc automobile privé. Et donc, ce grammage de CO2 au kilomètre va baisser pour les bus. J'en profite pour vendre la solution trolleybus. Et pour répondre plus par rapport à notre modèle, on avait exclu les transports en commun simplement parce qu'on voulait inciter en fait les usagers à privilégier les transports en commun. Donc en les excluant des quotas, ça permettait de donner en tout cas envie, ou même quand on n'a plus de quotas, on n'a plus le choix, on prend le bus ou on prend le train. Donc il y avait cette volonté de réorienter peut-être les usagers via le fait de ne pas utiliser de quotas sur certains transports. Donc, dans le modèle, en fait, le bus et le train, c'est 0 CO2, mais dans le modèle, pas dans la réalité. Donc, voilà, on ne déduit pas de quotas sur ces transports-là. Et puis également, j'ai oublié ce que je voulais dire. L'idée, c'est de remplir les bus. Non, oui, mais voilà, la logique, c'était vraiment de s'axer. Ah oui, je me rappelle, voilà, ça, c'est par rapport au modèle Excel. Voilà, si jamais quelqu'un se pose la question, dans les données, dans les trajectoires qu'on a tracées, donc notamment les plafonds nationaux, on a pris que l'avion et l'automobile pour le transport de personnes. Donc, dans les données, en tout cas nationales, le plafond indépassable, on a retiré les transports en commun. Donc, voilà, il n'y a pas d'incohérence sur le fait que les transports en commun soient dans les objectifs nationaux alors qu'on ne les déduit pas des quotas, puisqu'on les a bien retirés. C'est vraiment un rationnement que sur voiture, avion, transport de passagers, exclusivement. Bonsoir. Voilà, pour la mise en place de l'opération carbone, vous avez cherché une espèce de déjà là pour une solution simple. Donc là, c'est basé sur l'État et le système fiscal globalement. Personnellement, je me pose la question de la légitimité de l'État à apporter des politiques de long terme, notamment politique pour mettre en cause de manière rapide les objectifs ou encore qui est l'autonomie, la définition de critères particuliers qui pourraient être profondément remaniés. Et d'ailleurs, est-ce que les institutions ne sont pas forcément une représentation d'une démocratie qui extrêmement représentative. Voilà, donc je vais poser la question d'une autre forme d'institution qui serait plutôt celle du CAIS, donc à laquelle serait définie, comme vous l'avez fait, une planification et qui aurait à discuter des critères sur la base peut-être de la société civile, de discussion des corps intermédiaires. Voilà. C'était la remarque. Oui, alors cette remarque, je n'aurais pas tellement de réponse, mais simplement dire qu'on a évoqué le fait qu'il faudrait mettre en place des structures. Après, à quelle échelle et à qui reviendrait cette structure, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a travaillé en détail. Mais bien sûr, à un moment donné, la question, j'imagine, se posera de savoir qui porte à la fois politiquement, mais aussi concrètement les quotas. Et sur la question du long terme, on voit tout de suite, dès qu'on évoque les quotas, on a parlé de 2030, 2040, 2050, c'est des objectifs
qui sont sur le long terme. Et c'est sûr que voilà, si tous les 5 ans, on change les objectifs, on change le modèle, ce ne sera pas viable. Donc voilà, c'est une bonne remarque à laquelle je n'ai pas de questions, mais merci pour la remarque. Moi, j'ai deux choses. D'une part, les accords de Paris, c'est un truc sur lequel on s'est engagé. Donc, en fait, quelles que soient les tendances, on est censé les respecter, même s'ils sont irrespectables. Donc, il y a un côté, normalement, une sorte de chemin de dépendance, on est censé suivre vers ça. Et deuxièmement, je pense qu'il est fondamental que les quotas et leurs critères d'acceptation soient votés par les députés et non pas décidés par une caisse séparée à côté. Après, qu'on confie ça à gestion, à une caisse, une agence, des choses comme ça, oui, mais je pense que c'est un beau sujet fondamentalement à voter par les députés, quoi. En fait, moi, ça va complètement descendre sur le sujet, mais c'est dans le modèle et de sa démonstration pour un individu. En fait, montrer aux gens ce qui se passerait s'ils étaient encore là en 2050, mais en fait, ils ne seront plus là et leur vie aura évolué. Donc, je voudrais savoir, c'est comment vous pourriez éventuellement envisager un cycle de vie, mais au sens des individus, quoi, dans leur consommation carbone. Est-ce que ça, c'est quelque chose pour la démonstration même, en fait? Puisqu'en fait, voilà, l'étudiante, elle est comme ça aujourd'hui, mais en 2050, elle sera beaucoup plus âgée. Elle aura d'autres modes de vie et d'autres contraintes, évidemment. Alors déjà, oui, hein, on n'a pas inclus les évolutions de vie. D'ailleurs, je crois que sur toutes les infographies, il y a une phrase écrite disant pour des raisons de simplicité, nous n'avons pas considéré les évolutions de profil, que ce soit les déménagements, les changements de travail, les naissances, les décès. Pour deux raisons. Déjà, pour des raisons de simplicité, hein, évidemment. On n'a pas pu faire, enfin, c'est vraiment toute une approche sociologique hein, qu'on n'a pas eu le temps de faire et qu'on n'avait pas forcément les capacités hein, aussi pour faire ce type d'analyse. Et puis également, on s'est dit que notre individu, même si lui, il n'était plus comme ça dans 30 ans, il y aurait un autre individu qui aurait évolué vers sa situation. Donc notre analyse restait quand même, quand même pertinente, mais on n'a pas du tout pris en compte ces évolutions. Je pense que ce serait très intéressant hein, pour voir comment est-ce qu'on pourrait évoluer dans un monde rationné. Mais voilà, pour des raisons de simplicité et de compétences en sociologie, on n'est pas parti sur une analyse comme celle-là. Tu veux ajouter quelque chose? Juste qu'on est ouvert à toute proposition de collaboration avec le sujet. Ce à quoi ça me fait penser, c'est il me semblait qu'on avait discuté du premier rapport, que les étudiants l'année dernière avaient pensé quand même, lorsqu'on est étudiant ou jeune, on a un droit à découvrir le monde et du coup, on aurait un quota carbone plus élevé que si on est âgé. Alors, je ne sais pas si c'était Si, ça y est. D'accord. C'est une revendication du groupe. Il y avait deux revendications avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Il y avait le marché carbone et il y avait le fait que les jeunes étudiants doivent avoir un quota un peu augmenté pour pouvoir découvrir le monde. Et donc l'argumentaire, Christelle. Je vais prendre en deux temps du coup. Alors d'un côté, c'est pas vraiment dans le modèle. En fait, dans le modèle, on a écrit qu'il y avait une liste de critères qui permettaient d'avoir un quota supplémentaire. Et entre parenthèses, on a mis des exemples. C'est pas des exemples qui ont vraiment été réfléchis très longtemps. Hein. C'est l'idée de dire, c'est qu'il y aura une liste à définir de critères qui permettront d'obtenir des quotas, comme par exemple le fait d'être en situation d'invalidité, d'être surmédicalisé ou d'être étudiant, c'était un exemple donc qui, oui, est dans le rapport. Après, voilà, il est discutable ou pas. Et dans un deuxième temps, l'idée d'origine sur ce quota supplémentaire pour les étudiants, alors, je ne sais plus duquel d'entre nous c'était parti, c'était de dire est-ce qu'à un moment donné de la vie, on s'accorde le droit d'avoir un peu plus de pollution pour dire, on dit qu'à une période de vie, on va beaucoup plus voyager et après, on rentre dans ces quotas. Et si oui, à quelle période de vie ils sont place? Est-ce que c'est à la retraite? Est-ce que c'est quand on est étudiant? Est-ce que c'est quand on est actif? C'était quelque chose qui a été évoqué à un moment donné et on l'a gardé, mais on n'a pas plus réfléchi dessus après, à débattre, je pense. Du coup, SNDC, Stratégie nationale bas carbone, c'est une réduction de facteur 4, si je ne me trompe pas. Mais si on veut respecter les accords de Paris, il faut, pour rester en dessous des 2 degrés, il faut passer de 12 tonnes à 2 tonnes, donc c'est un facteur 6. Donc en fait, vous êtes beaucoup trop gentil.
Oui, et c'est déjà beaucoup, mais bon, je te laisse peut-être répondre. Non, tu veux dire tout. Donc, voilà, alors les chiffres, je fais confiance, hein, je ne les ai pas en tête. Là, encore une fois, nous, on s'est basé sur la SNBC pour pouvoir, voilà, il nous fallait des chiffres. On a passé déjà beaucoup de temps à réunir beaucoup de chiffres sur beaucoup de sujets, notamment sur l'état actuel pour pouvoir faire les simulations de trajectoire jusqu'à 2050. Donc voilà, on ne dit pas que le choix de la SNBC est le bon choix. Je crois d'ailleurs qu'on l'a mis à la fin de la note de synthèse. C'est pour être intéressant de repenser, refaire le modèle avec d'autres trajectoires. Nous, on en a déjà fait 4, je crois, des trajectoires dans le modèle qui vont sur la SNBC. Voilà, l'idée, c'était pas non plus de passer la moitié de l'année à trouver la bonne trajectoire pour respecter vraiment ce dont on aurait besoin en termes climatiques. Donc voilà. Peut-être que voilà, SNBC n'est pas le bon choix, mais en tout cas, c'était un choix sur lequel on avait pas mal de données et donc c'était pratique pour vraiment pouvoir faire un cas concret. Et très vite, l'hétérogénéité des facteurs de réduction, c'est aussi lié aux différents secteurs. La mobilité, en fait, c'est tellement dur qu'en fait, on va peut-être réduire un peu moins. C'est aussi pour ça. Je crois qu'on arrive à la fin. Merci Christelle, merci Arnaud pour cette présentation et pour avoir répondu aux questions du public et aux questions du chat. J'aimerais vous parler des prochaines dates. Donc le 17 février, normalement, même heure, même lieu. Pas février. Mars. On y est. Aura lieu du coup la prochaine conférence du cycle, donc avec Petros Chatsimpiros. On parlera énergie, ressources, autour de l'agriculture et de l'alimentation. C'est un sujet qui est peu abordé et que je trouve vraiment intéressant. J'espère que vous aussi. Et on pourra aussi retrouver Arnaud, normalement, le 24 mars, pour la semaine étudiante de la solidarité et de l'écologie, du coup, à l'Université Gustave Eiffel, donc pour un atelier qui sera lié du coup à ces questions de mobilité et de rationnement. Merci à tous d'être venus et passez une bonne fin de soirée.